Vous êtes-vous déjà senti stupide? Non, un simple imbécile, mais un idiot au sens le plus existentiel du terme. Quelqu'un qui se rend compte de l'absurdité de la vie, qui ressent trop, qui voit à la fois la misère et la beauté du monde. Si c'est le cas, félicitations. Vous avez flirté avec la pensée de Dostoïevski, l'homme qui a fait de l'idiot l'un des archétypes les plus complexes de la littérature et de la philosophie. Mais après tout, qu'est-ce que cela signifie d'être un idiot à ses yeux? Et si je vous disais qu'être un idiot est peut-être le seul moyen de sortir de cette société malade dans laquelle nous vivons? La beauté sauvera-t-elle le monde? Dostoïevski n'écrivait pas pour plaire à qui que ce soit. Il écrivait pour blesser, pour ouvrir des blessures que le lecteur préférerait garder fermées. Ces paroles ne sont pas de simples fictions. Ce sont des scalpels tranchants qui s'enfoncent profondément dans la chair de l'existence humaine. Son roman, L'idiot, n'est pas seulement une histoire, mais une thèse philosophique pleine de tragédie. Une étude brutale de ce qui se passe lorsqu'un homme véritablement bon est jeté au milieu d'un monde qui ne comprend que le langage de l'égoïsme et de la corruption. Le prince Mishkin, figure centrale du récit, est le dernier romantique d'une époque où il avait déjà échangé sa passion contre l'argent, la gentillesse contre le calcul, l'innocence contre l'intelligence cynique. Son erreur: croire en la pureté du cœur. Dans une société qui a appris à écraser tout ce qu'elle ne peut pas explorer, il est, pour les autres personnages, idiot, étranger, émotif, erreur de programmation, dans un système qui n'accepte que les joueurs prêts à tricher. Mais la question que Dostoïevski nous oblige à affronter laisse perplexe. Qui est vraiment le véritable idiot? L'homme qui garde son intégrité et en paie le prix, ou ceux qui trahissent, manipulent et corrompent leur propre âme pour survivre? Ce qui inquiète le plus chez Mishkin, ce n'est pas seulement sa naïveté, mais sa capacité à voir la douleur des autres avec une sensibilité presque surnaturelle. Il ne voit pas seulement la misère des autres, il ressent cette misère comme si c'était la sienne. C'est ce que le philosophe roumain Émile Cioran appelait le tourment de l'existence. Cette capacité rare et dévastatrice de vivre l'angoisse de l'autre comme si c'était la sienne. Et c'est précisément cette caractéristique qui le rend si insupportable pour son entourage. Il expose ses masques, démantèle ses défenses, arrache ses illusions de contrôle. Il n'accuse pas, il ne crie pas, il n'impose pas, mais sa simple présence est un miroir cruel qui révèle la laideur de l'autre. Nietzsche, un lecteur avide de Dostoïevski, a dit que personne ne ment autant que l'indigné, car l'indignation n'est souvent pas une réponse à l'injustice, mais un bouclier contre sa propre culpabilité. Mishkin suscite cette indignation chez les autres. C'est un rappel constant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre façon de vivre, et ce souvenir est insupportable pour quiconque s'est déjà installé dans le jeu de l'hypocrisie sociale. L'histoire de l'idiot semble suivre la trajectoire d'un martyr, mais sans la gloire de la sainteté. Mishkin n'est pas vénéré, il n'est pas admiré, il n'est pas compris. Il est, tout au plus, ridiculisé par beaucoup et détruit par presque tous. Sa bonté ne fait pas de lui un héros triomphant, mais un agneau qui attend d'être abattu. Son amour de la beauté et sa compassion sans bornes sont considérés comme des faiblesses dangereuses, une vulnérabilité qui ne peut aboutir qu'à une tragédie. Et le pire, peut-être que Dostoïevski avait raison. Peut-être que le monde n'a vraiment pas de place pour les Mishkin, parce que la bonté absolue ne se contente pas de défier le statu quo, elle le menace. Cela montre que le jeu peut être joué d'une autre manière, et c'est insupportable pour ceux qui ont déjà appris à gagner en trichant. Et où nous situons-nous dans cette histoire?
Serions-nous capables d'agir comme Mychkine, ou allions-nous nous allier avec ceux qui le méprisent? Nous vivons à une époque où le cynisme se confond avec l'intelligence et la froideur, avec la maturité. Nous rions de la naïveté, nous nous moquons de l'espoir et nous la célébrons comme si elle était synonyme de sagesse. Mais cette prétendue intelligence nous a-t-elle apporté autre chose que vide, difficile à supporter? Dostoïevski nous oblige à affronter cette question sans nous donner de réponse facile. Et le plus troublant, c'est qu'au fond de nous, nous connaissons la réponse. Nous savons que Mychkine n'est pas l'idiot. L'idiot, c'est nous, qui passons notre vie à justifier notre propre manque de courage. La tragédie du prince Mychkine ne réside pas seulement dans sa bonté, mais dans l'époque et le lieu où il existe. La Russie du XIXe siècle n'était pas un terrain fertile pour les âmes pures. C'était un territoire de transition fiévreux, où l'ancien et le nouveau se livraient une bataille silencieuse et cruelle. L'aristocratie décadente essayait de maintenir son faste, tandis que les idéaux révolutionnaires soufflaient comme les vents d'un avenir inévitable. La foi orthodoxe, qui avait autrefois donné un sens à l'identité russe, commençait à s'effriter sous le poids de la modernité et de la pensée nihiliste. C'est dans ce chaudron de tension que Dostoïevski a façonné ses personnages, leur donnant des voix qui faisaient écho aux doutes, aux peurs et aux dilemmes d'une époque qui s'effondre. Et personne n'a mieux compris cet effondrement que l'auteur lui-même. Dostoïevski n'était pas un simple observateur distant du chaos social et spirituel qui l'entourait. Il en a été victime. Sa vie a été une suite d'abîmes. Condamné à mort pour son implication dans un groupe d'intellectuels subversifs, il a vu son exécution annulée au dernier moment, échangée contre des années de travaux forcés en Sibérie. Là, au milieu des criminels et des misérables, Dostoïevski a été témoin des profondeurs de l'âme humaine, sans les ornements des conventions sociales. Il n'y avait pas de masque parmi les condamnés, seulement la vérité nue et brutale de l'existence. C'est dans cet enfer glacé qu'il a découvert que la dégradation et la rédemption pouvaient aller de pair, que la monstruosité et la santé mentale n'étaient que les deux faces d'une même médaille. Cette expérience a irrévocablement façonné son travail. Contrairement à d'autres écrivains de son temps qui cherchaient à comprendre l'homme par la raison, Dostoïevski a plongé dans les ténèbres de l'inconscient, anticipant des idées que Freud et Jung ne formuleraient que des décennies plus tard. Il a compris que l'être humain n'est pas seulement gouverné par la logique, mais par des forces souterraines, des passions indomptables, des désirs irrésistibles et des contradictions insupportables. Son réalisme n'était pas seulement social, mais psychologique. Chaque personnage qu'il a créé était une anatomie vivante de l'esprit humain, une confession déguisée en fiction. Et Mychkine, le protagoniste de l'idiot, était peut-être sa création la plus troublante, parce qu'il incarnait quelque chose que la société a toujours prétendu valoriser, mais qu'elle méprise au fond d'elle-même, la vraie bonté. Le problème, c'est que la bonté absolue ne rentre pas dans les engrenages du monde. Dostoïevski lui-même semblait sceptique quant au fait qu'un homme pur puisse survivre sans être déchiré. Mychkine, avec sa compassion sans réserve et son incapacité à juger, fonctionne comme un miroir qui reflète l'hypocrisie de ceux qui l'entourent. Il n'accuse personne, mais sa simple existence expose la misère morale des autres. C'est pourquoi il est ridiculisé, exploité et finalement écrasé. Sa gentillesse désarme les cyniques, mais, désarmé, il n'éprouve aucune gratitude. Il se sent en colère. Comme l'écrivait Baudelaire, le monde ne pardonne qu'à ceux qui le mettent à l'aise dans sa propre pourriture.
Mishkin n'offre pas ce confort. Il représente une possibilité d'existence différente, et cette possibilité est intolérable pour ceux qui ont déjà fait trop de concessions pour garder leurs masques intacts. Dostoïevski comprenait cette mécanique perverse mieux que quiconque. Il voyait l'être humain non pas comme une créature rationnelle à la recherche de la vérité, mais comme un être de pulsion, capable de s'accrocher à des illusions destructrices pour éviter d'affronter sa propre vacuité. Dans The Idiot, il ne nous donne pas de méchants évidents. Tous les personnages, d'une manière ou d'une autre, sont victimes et prisonniers d'un système de valeurs qui récompense l'intelligence et méprise l'innocence. Le roman est, en fin de compte, une expérience brutale. Que se passe-t-il lorsqu'un homme pur émerge dans un monde corrompu? Et la réponse est toujours la même. L'homme pur ne transforme pas le monde. Le monde le dévore. S'il y a une chose que l'idiot nous enseigne, c'est que la bonté, loin d'être une vertu vénérée, est souvent traitée comme une erreur de calcul, un défaut structurel dans le tissu de la survie. L'histoire de Mishkin n'est pas seulement le récit d'une naïveté écrasée par la réalité. C'est l'étude de ce qui se passe lorsque quelqu'un refuse d'adopter les masques que le monde exige. Dans une société régie par le jeu des apparences et la concurrence voilée, quiconque refuse de jouer devient une cible facile. Le prince n'est pas haï parce qu'il est mauvais, ni envié parce qu'il est supérieur. Il est méprisé parce qu'il ne suit pas les règles invisibles qui soutiennent la coexistence entre ceux qui ont appris à déguiser ses intentions. Il ne sait pas manipuler. Il ne comprend pas les nuances des fausses courtoisies. Il ne perçoit pas le danger de la sincérité absolue. En conséquence, ils deviennent non seulement des victimes des autres, mais aussi un rappel inconfortable de tout ce qu'ils ont eux-mêmes déjà abandonné au nom de la survie. Cette dynamique ne se limite pas au roman de Dostoïevski. Il suffit de regarder autour de soi pour voir que le monde continue de fonctionner exactement de la même manière. Dès le plus jeune âge, nous apprenons qu'il y a un prix à payer pour l'authenticité, que la transparence émotionnelle peut être une condamnation à mort symbolique. Celui qui ne maîtrise pas l'art de la dissimulation, qui n'apprend pas à jouer, est inévitablement voué à subir le jeu social, devenant un étranger dans le nid de l'entreprise, dans le cercle d'amis, et même au sein de la famille elle-même. Il y a toujours un code tacite qui définit ce qui peut et ne peut pas être dit, qui fixe les limites de ce qu'il est acceptable de ressentir et d'exprimer. L'idiot de Dostoïevski est celui qui ignore ces codes, qui insiste pour agir comme si les mots avaient vraiment de la valeur, comme si la compassion n'était pas seulement un concept abstrait, mais une pratique quotidienne. Et que lui arrive-t-il? La même chose arrive à quiconque décide d'être honnête dans un monde d'hommes d'affaires. Ils sont isolés, humiliés, utilisés et rejetés. La logique qui régit cette structure sociale perverse est simple. La gentillesse sans ruse n'est pas considérée comme une vertu, mais comme une erreur de stratégie. Il y a une croyance implicite que le monde ne peut pas être changé et que, par conséquent, c'est à chacun de s'y adapter. Si tout le monde profite l'un de l'autre, alors celui qui ne le fait pas est désavantagé. Cette logique, bien que brutale, a une cohérence interne. Ceux qui ne se battent pas pour leur propre espace seront poussés vers la sortie. Ceux qui refusent de manipuler seront manipulés. Ceux qui insistent pour tendre la main finiront par être tirés vers le bas avec ceux qu'ils ont essayé de sauver. Mishkin, tout au long du récit, personnifie cette tragédie avec une précision douloureuse. Non seulement il est incapable de comprendre les jeux qui l'intéressent, mais il refuse également d'apprendre. Sa croyance naïve que la pureté peut triompher de la mesquinerie le transforme en un sacrifice vivant,
Une expérience existentielle que Dostoïevski mène avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui connaît de première main la cruauté du monde. Et ne soyons pas naïfs, cette logique n'a pas changé au fil des siècles. Les idiots d'aujourd'hui continuent d'exister et continuent d'être dévorés. Ce sont ceux qui ne peuvent pas faire semblant de s'en moquer, qui ne savent pas mesurer les mots avec une froideur stratégique, qui croient encore que les gens peuvent être meilleurs qu'ils ne le sont réellement. Et qu'en faisons-nous? Nous rions de sa naïveté, exploitons sa bonne volonté, écartons sa présence quand elle devient gênante. Dostoïevski n'a pas écrit l'idiot comme un conte de fées moralisateur. Il ne voulait convaincre personne que la pureté finirait par l'emporter. Au contraire, son roman est une étude clinique de la façon dont les justes sont écrasés par le cynisme collectif. La question qui reste n'est pas seulement de savoir si Mishkin aurait pu survivre, mais aussi si nous, dans sa position, aurions fait quelque chose de différent. Ou est-ce que, sans nous en rendre compte, nous sommes déjà de l'autre côté de l'histoire, faisant partie de ceux qui contribuent à écraser ceux qui osent être vrais? La chute de Mishkin ne se produit pas d'un seul coup, comme un coup soudain et définitif, mais plutôt comme un processus graduel, presque inévitable, dans lequel sa pureté est lentement érodée par le frottement avec le monde qui ne sait pas comment faire face à ce qu'il ne peut pas utiliser ou comprendre. Il n'est pas renversé par un ennemi déclaré, par une conspiration bien conçue ou par des forces extérieures qui cherchent à l'anéantir. C'est la conséquence naturelle de sa présence dans un environnement où la bonté absolue ne trouve pas un terrain fertile pour s'épanouir sans être piétinée. Il n'a pas besoin d'être attaqué pour être vaincu. Il suffit d'exister pour que sa tragédie se déroule d'elle-même, comme une horloge qui avance inexorablement vers l'effondrement final. Le grand paradoxe qui imprègne le récit est que Mishkin, contrairement à ce que ses détracteurs imaginent, n'est pas un idiot au sens intellectuel du terme. Il est intelligent, perspicace et profondément sensible aux douleurs et aux préoccupations de ceux qui l'entourent. Cependant, son intelligence ne suit pas les paramètres de l'astuce calculatrice et du pragmatisme social qui dominent les interactions humaines. La conclusion du voyage de Mishkin ne pouvait être autre que la dissolution de sa propre identité. Il ne devient pas un martyr au sens classique du terme, car sa tragédie n'est pas ennoblissante. Il n'y a pas de rédemption cathartique, pas de sacrifice glorifié qui inspire les autres à changer. Il ne meurt pas de façon dramatique, ni n'apporte de révolution morale dans le cœur de ceux qui le détruisent. Sa chute est silencieuse, un vidage progressif de tout ce qu'il était, comme une bougie consumée par la flamme elle-même. En fin de compte, il ne reste plus que le spectre d'un homme qui a essayé de rester entier dans un monde qui ne tolère pas ce qui ne peut être absorbé ou corrompu. Leur sort n'est pas seulement triste, c'est la preuve brutale que la pureté absolue ne peut coexister avec la complexité humaine sans être anéantie. Dostoïevski nous oblige à faire face à cette vérité sans compromis. Il ne nous offre pas une consolation tardive, une morale sucrée qui rétablit l'équilibre de l'histoire, comme le feraient d'autres auteurs moins cruels. Il n'y a pas de dernier tournant où les méchants se rendent compte de leurs erreurs, où les corrompus se repentent, où le monde s'incline devant la force d'un esprit véritablement bon. Mishkin finit là où il devait s'arrêter, détruit. Mais pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Il ne se trompe pas en faisant confiance, en se donnant, en essayant de sauver ceux qui ont déjà décidé de leur propre ruine. Son erreur, si l'on peut l'appeler ainsi, a été de croire que d'autres aimeraient être sauvés, que la misère humaine
n'était qu'un malentendu passager, quelque chose qui pouvait être défait par des gestes de compassion et de compréhension. Comme Nietzsche nous l'avait prévenu, ceux que l'on voyait danser étaient jugés fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. Et Mychkine dansait seul, sans se rendre compte que pour ceux qui le regardaient, sa danse était non seulement incompréhensible, mais offensante. La grande ironie de sa trajectoire est qu'il n'a jamais essayé d'imposer sa vision du monde différente à des fanatiques, des moralistes rigides ou des réformateurs dogmatiques. Il ne croyait pas qu'il pouvait imposer la gentillesse à qui que ce soit. Il était juste, croyant que sa présence, sa façon d'être, pouvait suffire à éclairer les ténèbres des autres. Mais il y a quelque chose de profondément troublant chez quelqu'un qui n'exige pas, qui ne juge pas, qui n'essaie pas de modeler les autres pour lui-même. Sa simple présence est un miroir, un reflet inconfortable de tout ce que d'autres ont renoncé au nom de l'autopréservation. Et que faisons-nous du miroir qui nous montre ce que nous préférerions ne pas voir? Nous le brisons, nous en rions, nous le méprisons, jusqu'à ce qu'il se déguise en fragments méconnaissables. Il n'y a pas de cri dans la chute de Mychkine. Il n'y a pas de grande scène finale où il défie ceux qui l'ont trahi ou réclame justice. Sa fin est celle de quelqu'un qui disparaît dans un état de désintégration psychique. Il est réduit à la folie, non pas parce qu'il a perdu la raison, mais parce que le monde autour de lui l'a écrasé, parce qu'il n'y avait plus de place pour lui dans la réalité qui l'entourait. Et c'est peut-être l'aspect le plus terrifiant de son histoire. Il n'est pas vaincu par un grand ennemi, par une force extérieure écrasante, mais par l'accumulation de petites indifférences, de cynisme quotidien, de mépris déguisé en supériorité. Il est englouti par le vide de ceux qui ne savaient pas quoi faire de son existence. Comme l'a écrit T.S. Eliot, c'est ainsi que le monde se termine, non pas par une explosion, mais par un soupir. Et maintenant, que nous reste-t-il? Regarder Mychkine comme un symbole lointain d'une époque qui ne nous appartient plus, ou reconnaître que sa tragédie continue à se répéter chaque jour dans les petits gestes de mépris, dans les moqueries déguisées en intelligence, dans le refus d'accepter que la bonté, si elle existe, ne peut pas survivre seule. Dostoïevski ne nous donne pas de réponse. Cela nous oblige seulement à faire face à la question que nous ne manquons jamais d'éviter. Sommes-nous les idiots d'être devenus trop intelligents? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, ne serait-ce qu'une seconde, alors cela en valait la peine. Mais maintenant, je veux savoir, pensez-vous que le monde peut vraiment être sauvé par la beauté, ou Dostoïevski s'est-il simplement fait des illusions? Commentez ci-dessous et dites-moi votre vision. Oh, et si vous voulez continuer à explorer des sujets profonds comme celui-ci, vous le savez déjà. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et venez avec moi dans ce voyage de réflexion. Après tout, au milieu de tant de bruit vide, peu de pensée n'a jamais fait de mal à personne. Ou l'a-t-il fait?